Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spécifique. Donc je vais parler aujourd'hui de quelqu'un qu'on a accompagné avec Théo et dont j'ai fait l'interprétation d'un test de microbiote. Alors déjà il faut savoir que c'est un test spécifique, c'est un test qui s'appelle le WGS et qui a une certaine méthode qui est assez différente des tests classiques. Les tests classiques en général, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les sels et on va les mettre dans une boîte de pétri et on va faire ce qu'on appelle une coproculture. Donc c'est le fait qu'on va développer en fait ça pour voir quelle bactérie il peut se trouver dans les sels. Là, c'est complètement différent, ça va en fait analyser le génome qu'il y a dans les sels. Donc c'est quelque chose d'assez récent et il n'y a pas très longtemps, le laboratoire Barbier du coup l'a sorti et on en a profité avec Théo pour l'utiliser. Donc, je vais expliquer ici comment j'ai fait. Je vais commencer par les symptômes de la personne, comment s'est déroulé un peu l'accompagnement et qu'est-ce que nous a permis de déduire le test, en fait, et de bien mieux comprendre ce qu'on n'aurait pas pu comprendre sans, je pense. Donc, tout d'abord, je vais l'appeler Madame R, parce que je préfère qu'elle reste anonyme. Si elle veut se manifester dans les commentaires, elle pourra. Donc, Madame R, elle est venue à nous, elle était en carnivore. Elle avait quand même pas mal réduit plusieurs symptômes en étant en carnivore, principalement digestif, mais aussi au niveau de l'humeur, etc. Mais il y avait quelque chose de principal qui la gênait, c'était des ballonnements constants. Donc en fait, elle avait constamment le ventre tendu, et ça, même sans le carnivore. C'est juste que le carnivore, ça lui a permis d'éviter, par exemple, d'avoir des gaz intempestifs, etc. Mais elle avait constamment le ventre, en fait, gonflé. Ensuite, elle avait du coup une tendance à la constipation. Évidemment, c'est en fait un signe d'un transit lent. Et ça explique aussi pourquoi en fait le carnivore a pu ralentir encore une fois ce transit, ce qui faisait que ça lui empêchait d'avoir des gaz, mais elle avait quand même des ballonnements, donc quand même une production quelque part d'air en fait, l'air qui restait bloqué. Ensuite, donc gaz, ballonnement augmenté selon les aliments, donc c'est vrai qu'elle réagissait pas mal au FODMAP, je sais qu'elle réagissait au seigle, elle avait testé des fruits pendant l'été et certains passaient pas. Donc en fait, on voyait qu'il y avait quand même une sensibilité au niveau de ça. Elle a eu un dolichocolon, donc un dolichocolon c'est quand le côlon est trop long, sachant qu'il y a plusieurs degrés évidemment. Elle a eu un degré, on va dire, assez faible au final, mais ça a quand même été confirmé comme diagnostic, elle nous a rapporté. À savoir, j'en parlerai plus spécifiquement un peu plus tard dans la vidéo, mais qu'il y a des gens qui prennent dolichocolon et qui ne le savent jamais de leur vie parce qu'ils n'ont aucun problème. Et il y a des gens comme Madame R, du coup, qui ont un dolichocolon assez faible, c'est-à-dire pas, la différence n'est pas énorme, mais qui ont des soucis de digestion. Ensuite, flush dans certaines situations, donc moi personnellement quand elle était venue à moi, elle se demandait pour une intolérance à l'histamine. Quand j'ai remarqué qu'elle avait des réactions, surtout quand elle faisait du sport au final, et pas vraiment quand elle mangeait histaminique ou pas, je, je me suis dit que c'était quand même plutôt une réaction SAMA, donc j'avais fait un post sur mon Instagram si vous voulez aller voir. Donc SAMA, c'est syndrome d'activation mastocytaire, et c'est avoir des sortes de syndromes, des sortes de symptômes d'allergie mais dans des situations qui ne sont pas alimentaires, c'est-à-dire typiquement le sport, le stress, etc. Et je sais aussi qu'elle avait des allergies que j'ai notées juste après, notamment assez marquées, plus ou moins selon les années, mais assez marquées quand même, au point où ça l'a gênée. Des symptômes d'hypothyroïdie, alors elle allait voir des spécialistes, etc. Les spécialistes lui ont dit qu'elle avait rien. Elle a, il me semble, fait des tests qui indiquaient que c'était ok, mais elle avait quand même de sacrés symptômes d'hypothyroïdie et moi je pense que c'était clairement, enfin, qu'il y a une hypothyroïdie derrière ça, même si elle n'est pas franche, mais clairement dans la clinique, dans les symptômes, on retrouve ça. Rétention d'eau, donc de toute façon ça va avec tout le reste. Euh, un sommeil qui est assez fragile. Je sais que quand même au cours, alors un des trucs qui s'est amélioré le plus rapidement, même avant le test, c'était le sommeil. Je pense qu'elle nous a dit que le magnésium, ça l'avait bien aidé. Et au fur et à mesure, on a quand même vu des améliorations sur le sommeil. Mais ça restait quelque chose d'assez fragile. Des douleurs articulaires, donc un potentiel polyarthrite. Quand on a fait le test, elle était en cours de diagnostic, elle allait voir plusieurs spécialistes. Elle a clairement le tableau clinique de la polyarthrite, et même en fait, en règle générale, je vais le marquer après, mais elle a un terrain réactif.
Donc c'est vrai que ça colle avec ça, mais officiellement, elle rentrait pas dans les cases de diagnostic, malgré les tests sanguins qu'elle avait fait. Donc encore une fois, sur la clinique, on s'y retrouve, sur les tests, on s'y retrouve pas trop. L'allergie, donc ça j'en avais parlé. Réapparition fréquente d'herpès, sachant que c'est déclencheur. C'était en général le manque de sommeil ou le soleil aussi. Je sais que elle prenait, quand ça arrivait, des suppléments en lysine, ce qui fonctionne très bien, mais ça reste quand même quelque chose de latent chez elle. Une intolérance aux toxines végétales, et je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi elle a bien réagi au carnivore et pourquoi ça l'a beaucoup aidé. C'est simplement l'excision de toxines végétales, et on va voir que ça a un rapport avec le microbiote. Des changements glycémiques, alors elle s'était fait poser, mais pas pendant 2 semaines, pendant moins de temps, euh, un, un moniteur de glucose, mais elle l'a pas gardé pendant tout le long. Il y avait certains changements glycémiques qui étaient peu explicables dans le sens où en fait elle avait certains changements et on avait du mal à cerner exactement pourquoi, si c'était pas alimentaire, etc. Mais de toute façon, encore une fois, quand on a euh, un tableau clinique comme ça, ou même un SAMA, ça peut vraiment faire énormément varier la glycémie sans forcément qu'il y ait un apport en fait de glucose externe. Des changements d'humeur, donc une humeur qui pouvait être plus ou moins stable. Euh, Autour de son cycle, oui, mais encore une fois, ça peut être normal. Mais même en règle générale, elle avait quand même des changements d'humeur de ce qu'elle nous disait. Donc, en fait, dans tout ça, moi, quand elle m'avait parlé de ça, ce qui était ressorti directement, c'était un terrain réactif. Donc, avec une dérégulation du système immunitaire, que ce soit avec les sites de polyarthrite, avec comment dire, les réapparitions fréquentes d'herpès. Tout ça, je sentais qu'il y avait quand même un terrain assez fragile, et le SAMA, évidemment, et les allergies. Une dysbiose, donc ça a été la première chose qu'on a identifiée de façon dès l'anamnèse. C'était assez évident. Système endocrinien dérégulé, donc moi je pense qu'il y avait une hypothyroïdie et potentiellement une dérégulation du cortisol. De toute façon, c'est quelque chose qui vient très souvent quand on a des cas comme ça de SAMA, de dérégulation du système immunitaire. Qui de l'œuf ou de la poule? On va dire que les deux s'entretiennent, mais voilà. Donc c'est son tableau au moment où elle a fait le WGS. Pourquoi elle a fait le WGS? Parce que, en fait, au bout de 2 mois, 2 mois d'accompagnement, elle a vu des améliorations sur la fréquence de ses selles, elle a vu des améliorations sur son sommeil, mais en fait, son souci principal, qui était le ballonnement constant, il était toujours présent. Malgré plusieurs interventions, malgré tout ça. Donc pour des cas comme ça, moi je préfère passer un test quand c'est des cas qui sont réfractaires aux choses, on va dire, classiques, et sachant que c'est pas non plus hyper courant, et d'ailleurs je le remarque assez souvent, en fait c'est chez des gens déjà qui ont eu une vie en général, un stress élevé pendant longtemps, ils ont eu des événements de vie qui ne sont pas faciles du tout, et je pense que ça joue beaucoup en fait sur ça. Mais surtout c'est sur des gens plus âgés, c'est-à-dire qui n'ont pas la vingtaine, mais qui vont avoir peut-être 40, etc. Et c'est souvent les cas les plus complexes parce que c'est installé depuis longtemps. Donc, on a passé le test, c'est revenu 3 semaines après, et je vais vous expliquer un petit peu les résultats. Donc, on va commencer. Alors là, j'ai fait un petit graphique. Je vous ai pas mis le document entier parce qu'il est long et que tout ne nous intéresse pas dedans, mais je vous ai condensé. Il faut savoir que si vous êtes intéressé par les résultats, vous pouvez venir en discuter avec moi en DM Insta ou en message YouTube. Je peux vous envoyer les papiers pour que vous voyez comment ça se présente. Je peux même vous envoyer le lien si vous voulez. D'ailleurs, je vais faire une prochaine vidéo euh, sur mes résultats à moi et comment j'ai interprété ça, etc. Donc, ça c'est les résultats à elle. J'ai fait une condensation. Donc, ça, c'est des familles. euh, et après, il y a des sous-familles, etc. C'est comme un arbre, en fait, des espèces mammifères, etc. Sauf que là, c'est pour les bactéries. Donc, Lactobacillus, grande famille, 0%. Akkermansia mucinifila, 0,01%. Donc, elle n'a pas rien. Donc, on peut travailler autour de ça, mais on va dire que, voilà, c'est... Sachant que, petite précision, le WGS, en fait, c'est un test qui permet de savoir ce qu'il y a dans
l'intestin, il ne permet pas de savoir l'activité. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir certaines bactéries en dormance et certaines qui sont actives. Et ça, le WG ne peut pas vous dire laquelle est active, laquelle n'est pas. Donc, c'est juste, par exemple, un potentiel, sachant que certaines peuvent se réveiller très vite. Par exemple, Roseburia et j'arrive jamais à le prononcer, F. rosnitzi, c'est des bactéries qui peuvent se réveiller assez vite au contact de, par exemple, enfin, par exemple, de riz, de patates, enfin, des choses qui vont les nourrir. Pas de sucre, mais vous comprenez ce que je veux dire. De glucides, voilà, c'est ça. Donc, Akkermansia mucinifila, Bifidobacterium, donc ça c'est des Lactobacillus bifidobacterium, c'est des choses que vous avez dû entendre souvent dans les probiotiques, etc. Donc ça, on voit qu'il n'y en a pratiquement pas en fait de ces trois choses. On va voir l'implication que ça a ensuite. Rosburia, donc ça c'est une bonne bactérie. En fait, vous allez voir, je vais dire neutre, bonne, etc. Ça ne veut rien dire, mais c'est pour que vous compreniez ce que je veux dire et que vous pouvez rattacher à des choses que vous connaissez. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas foncièrement... Alors, il y a des mauvaises bactéries dans le sens où elles produisent des toxines, et on va le voir après, mais même une bactérie dite mauvaise, entre guillemets, elle peut avoir, euh, elle peut avoir des effets, en fait, des effets bénéfiques. Et ça, il faut savoir qu'on en apprend tous les jours. Je vais parler de mon cas, mais par exemple, moi, sur mon truc, enfin, sur mon WGS, j'ai beaucoup d'une bactérie qui s'appelle Alistipes. C'est une bactérie, quand vous regardez, ouais, elle est vraiment pas bien, c'est une mauvaise bactérie, pas bien. Mais en fait, les études récentes commencent à montrer que selon les modèles, selon le microbiote, elle peut avoir des effets anti-inflammatoires. Il faut savoir que le corps essaye toujours de trouver une sorte d'homéostasie. Et c'est assez intéressant de voir son résultat derrière, parce que Roseburia et Rhodnitzi, je vais y arriver, hein, et bien en fait, c'est des bactéries qui normalement comment dire, se nourrissent en fait de fibres ou de glucides. Mais il se trouve que Madame R, elle mangeait pas vraiment pas beaucoup. Et en fait, on peut se demander, mais alors pourquoi elles sont là? Parce que le corps a essayé de trouver une homéostasie. Et en fait, le corps est très intelligent, et chaque système enfin, intestinal et microbiote, etc., va essayer de toujours trouver une homéostasie. Donc c'est pour ça que dire il y a des mauvaises bactéries, il y a des bonnes bactéries, je simplifie énormément. En effet, il y a des bactéries, on va le voir juste après, avec B. fragilis, qui produisent des toxines et qui peuvent être problématiques. Et il y en a qui produisent, par exemple, des acides gras à chaîne courte, mais il faut vraiment voir le système complet. Il y a des populations, si on les met la même population, c'est-à-dire la même bactérie, la même espèce, avec un même niveau dans comment dire, un microbiote externe, ça peut complètement tout déréguler alors que chez la personne ça va. Et c'est ça aussi que je voulais dire. Encore une fois, je ne tape pas sur tel ou tel. Là, je disais qu'elle avait été en carnivore. Et vous allez voir après dans mes explications, je vais expliquer en fait comment le carnivore, je crois que c'est dans la prochaine vidéo, en fait, c'est pas dans celle-là parce que c'est assez long, comment le carnivore a pu entraîner, a pu augmenter ses soucis. Mais encore une fois, pour moi, quand il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de problème. Dans le sens où, si une personne mange comme ça et que son corps a trouvé une forme d'homéostasie et qu'elle n'a pas de signes apparents, ce qui en vrai n'est pas le cas de beaucoup de monde, hein, soyons honnêtes, mais si elle n'a pas de signes apparents, ça veut dire que son corps a trouvé une forme d'homéostasie. Et en fait, toutes les études sur le microbiote, elles sont à l'état de fœtus. Je dis pas embryonnaire parce que pour moi c'était il y a 10 ans, mais elles sont vraiment à l'état, on découvre des choses tout le temps. Donc dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Moi je pense que, c'est mon avis, là je suis en train de divaguer mais je pense que c'est intéressant, dans 20 ans on va s'apercevoir qu'en fait c'est pas noir, c'est pas blanc, il n'y a pas des bonnes bactéries, il n'y a pas des mauvaises bactéries, mais en fait il y a toute une diversité. Et selon où elle a été placée, cette bactérie, selon dans quel écosystème elle évolue, elle peut avoir des effets complètement différents. Bon là, du coup, pour revenir au cas de Madame R, le gros souci, c'est que du coup, elle avait des symptômes. Donc c'est pour ça qu'on l'a emmené faire ça. Et fragilise. Alors, là, je pense que vous vous rendez pas trop compte de 28%. 28%, c'est-à-dire que 28% de son microbiote est composé de B. fragilis. Il faut savoir que, vous allez voir ensuite dans les résultats, en fait, le test WGS estime que le niveau pathologique, je crois qu'il est à 1%, ou 1,5.
maximum 2, c'est-à-dire on peut voir 2. Donc là, elle est à 28%, c'est-à-dire que là, c'est une prolifération pathologique. Euh, Parce que c'est beaucoup trop élevé. C'est très très élevé. Et quand j'ai vu ça, sur le test, j'ai su directement que c'était euh, le lien enfin, avec tous ces soucis. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, ce qu'on peut noter, et ça va être important à garder en tête, il y a un excès de B. fragilis et en général de Bacteroidetes. Donc Bacteroidetes, c'est la famille dans laquelle est comprise B. fragilis. C'est un type d'espèce, en fait, de bactéries. Il y a un ratio déséquilibré entre firmicutes et bactéroïdetes, donc ça c'est un ratio qui est souvent utilisé pour connaître comment dire, pour connaître l'état de l'intestin, avec l'indice de Shannon aussi, donc l'indice de Shannon ça va voir la diversité, sachant que je ne l'ai pas marqué ici, mais l'indice de Shannon de Madame R n'était pas bon. Il était dans le orange. Mais je crois qu'il était à 2, 5, j'ai plus les chiffres en tête, mais il n'était pas satisfaisant. Et le ratio, là, est déséquilibré entre firmicutes et bactéroïdetes. Il y a un déficit critique des dégradeurs de mucine, on le reverra ensuite. Je ne vais pas balancer toutes les infos comme ça, mais c'est quelque chose aussi qui explique ces symptômes. Des niveaux nuls, très faibles, du coup Bifidobacterium, Lactobacillus et Akkermansia. Et des niveaux bons quand même, donc ça c'est le bon côté des choses, de ces deux bactéries. À savoir que du coup, je pense que voilà, y a une forme d'homéostasie qui s'est créée et que le corps a voulu compenser. Et c'est pour ça au final que je pense que Madame R, elle n'avait pas non plus des symptômes horribles. Bien sûr, elle avait des ballonnements et c'est embêtant, mais il y a des gens qu'on a pu suivre avec Théo qui avaient vraiment des diarrhées constantes, qui avaient des gros soucis, où dès qu'ils mangeaient, ils avaient la nausée, il y en a certains qui avaient vomi. Euh, donc, euh, donc oui, je pense que son corps a trouvé peut-être une forme d'homéostasie, et notamment peut-être grâce à ces deux bactéries-là. Voilà en gros pour le résumé. Une fois qu'on a ça en tête, je vais vous expliquer chaque point, comment ces points-là ont pu mener à ces symptômes, et en quoi ils sont liés à ces symptômes principaux. À chaque fois, je réexpliquerai les symptômes, et vous verrez qu'il y a plein de trucs entrecroisés, donc en fait, c'est un peu fouillis, mais vous allez comprendre grâce au miro. Donc, je vais commencer ici. Voilà. Je passe de souris, hein, donc voilà. Donc, on va commencer par le plus gros selon moi et le plus problématique en fait. Alors, c'est pas l'excès de bactéroïdète en soi, mais c'est B fragilique spécifiquement. Donc là, vous avez un graphique. Si jamais vous êtes curieux, voilà, ça ressemble à ça, le test de VGS. Donc là, vous avez plein de flèches et tout machin. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir en fait que la majorité, ici, 75% en rouge, ce sont des bactéroïdes. Euh, En règle générale, ce sont des bactéries neutres, elles sont pas forcément mauvaises. Encore une fois, comme je vous dis, c'est une question de contexte, hein. Mais en fait, elles devraient constituer pas autant du microbiote, 20 à 40% selon plein de choses. Mais là, on voit clairement qu'elle est au-dessus des normes en fait. Et surtout, et le plus problématique, c'est, vous voyez, ici, dans les bactéroïdetes, donc vous avez à l'espèce, donc celle dont je vous ai parlé, que moi, pour le coup, j'ai assez haut, et Bacteroides fragilis, donc B fragilis, et celle-ci qui est à 0. Donc on voit que sur ces deux-là, elle est à 0, ce qui est bien, en tout cas bas, mais on voit aussi que ici, vous voyez, ici, c'est 2. Voilà. C'est-à-dire, normalement, la zone, ok, elle se trouve entre 0 et 2, elle est à 28%. C'est-à-dire que là, il n'y a pas trop de doute sur le niveau pathologique ou pas de B. fragilis. Sachant que du coup, vous pouvez l'avoir ici, au niveau 1, etc. C'est pas forcément problématique en fait. Encore une fois, c'est une question de contexte. Mais là, bon, là, c'est classe de B. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait? Il faut savoir que B. fragilis, elle produit des toxines. Ces toxines-là, elles sont inhérentes à cette bactérie. Le souci, c'est que en fait, elles vont créer beaucoup, beaucoup de soucis. Moi, personnellement, je pense que ces déchets-là qu'elle fait euh, ont mené en fait à plusieurs choses. Donc, elles ont mené déjà à des problèmes intestinaux, une inflammation intestinale, sachant que ça favorise aussi la perméabilité euh, intestinale, mais également, du coup, ça va créer une inflammation et avec des symptômes d'allergie. Ces choses-là sont assez documentées pour avoir ce genre de réaction, on va dire, auto-immune au sens large, dans le sens sur un terrain réactif, où
corps va créer une réaction excessive à certaines molécules. Et ça va aussi créer des douleurs, donc la fameuse polyarthrite potentielle qu'on avait vue avant. Tout ça, ça crée en fait un milieu qui est très très réactif. Pour moi, c'est principalement dû à B. fragilis qui est vraiment très très haut. Donc, non, je l'ai bougé. Les bactéroïdettes en excès, euh, sont, qui sont en excès là, d'habitude elles sont neutres, mais ici, B. fragilis spécifiquement, qui produit des toxines et altère la barrière intestinale. On va voir ensuite qu'est-ce qui a pu créer ça. Donc, hop, ici, déficit critique de firmicutes. Donc firmicutes, en gros, on a les bactéroïdettes, on a les firmicutes, c'est ce fameux ratio dont je vous ai parlé. Ici, évidemment, vu que les bactéroïdettes sont en prolifération, les firmicutes sont réduites. C'est l'un ou l'autre, quoi. Donc, en très gros guillemets, très très gros guillemets, on parle des bonnes bactéries. Très très gros guillemets, encore une fois, ça dépend du contexte. Donc elles devraient constituer une majorité du microbiote, et là, c'est une minorité. Donc le ratio est inversé. On le voit ici. Le ratio, en gros, il devrait être ici, et là, bah, il est là. À savoir aussi que vous voyez bien que si le ratio il est déséquilibré de l'autre côté, c'est problématique aussi, hein. C'est une question d'équilibre. C'est pour ça que quand je dis bonne bactérie, c'est vraiment entre gros guillemets en fait. Donc, ces petites bactéries-là, elles se nourrissent de fibres et de glucides, à savoir que c'est pas 100% vrai non plus, parce qu'elles peuvent utiliser d'autres substrats. C'est ce qui est majoritairement dit, je vous simplifie la chose parce que sinon on va pas s'en sortir, mais elles peuvent, comment dire, encore une fois, dans certains contextes, proliférer avec d'autres substrats. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement adaptatif. Et ça dépend de tellement plus de choses que l'alimentation, ça j'en parlerai dans la prochaine vidéo sur les solutions, que en fait, réduire à ça se nourrit de fibres ou de glucides, c'est trop réducteur. Ça se nourrit de plein de choses et c'est interdépendant du stress, du sport, de si vous vivez en campagne ou pas, des polluants auxquels vous êtes exposé, enfin, beaucoup de choses. Donc, à partir de euh, ces glucides et ces fibres, ils produisent de l'énergie, dont, c'est ce que vous connaissez, les fameux AGCC aussi. Donc, pas d'énergie, petit intestin pas content, je trouve cet emoji très très mignon, j'adore le mettre partout. Et il faut savoir aussi que dans les AGCC, donc les acides gras à chaîne courte, il y en a trois. Il y a l'acétate, le propionate et le butyrate. Le ratio entre les trois est aussi important. C'est-à-dire, c'est pas seulement bien d'avoir des AGCC, des acides gras à chaîne courte, mais le ratio entre les trois va déterminer certaines choses. Et notamment dans les études, dans ce que moi j'ai pu voir, certains ratios déséquilibrés se retrouvent plus chez les personnes obèses ou en surpoids. Sachant que c'est pas le cas de Madame R, elle a un poids normal. Donc, voilà, mais il y a en fait, c'est pas seulement le surpoids ou quoi, mais c'est aussi la régulation de la glycémie, et ça on le verra ensuite, mais son microbiote, en fait, explique aussi pourquoi elle a eu comment dire, une amélioration quand elle a enlevé les glucides. Donc, ici on voit les firmicutes, donc vous voyez, il y a plein de firmicutes. Donc là, en fait, même si c'est dans les verres, en fait, il faut pas trop regarder. Je trouve que la présentation du laboratoire Barbier est pas top top, et après c'est quelque chose de très générique, en fait, pas personnalisé. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui lise le test, si vous le faites. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un, ou alors vous, hein, moi j'ai appris ça sur le tas, j'ai été formée par personne, mais ça prend beaucoup de temps. La lecture de ce test, je pense en vrai ça a pris juste pas le fait d'écrire, hein, la vidéo, ni le fait d'écrire le document que j'ai pu rendre à Madame R, juste le fait de faire les recherches, ça m'a pris, ouais, ça a pris beaucoup de temps, en fait. Ça a pris plusieurs jours de recherche, voire une semaine. Donc vous pouvez le faire, mais c'est juste que voilà, c'est pas un truc qu'il faudra pas suivre à la lettre ce que dit le test 100%, quoi. Il faut réadapter derrière. Donc là, vous voyez, c'est vert. On voit que tout ça, ça reste quand même très bas, quoi. Tout était assez bas. Sauf, encore une fois, on a vu Rosuria, mais ça, encore une fois, je pense que c'est le corps qui essaie de trouver une sorte d'homéostasie. Euh, mais on voit que, ouais, il y a quand même des choses, la plupart qui sont, bah, en fait, proches du zéro. Voilà, proches du zéro. Donc, c'est pour ça que ça explique les firmicutes assez bas. Et ensuite, hop, voilà, Bifidobacterium, bon là, c'est très très bas. Le plus bas niveau, c'est 0,05, et là, on a 0,01. Donc, encore une fois, c'est une question de balance.
Ici, encore une fois, il y a une production en fait de toxines dues aux bactéroïdetes. Alors, bactéroïdetes à B fragilis, hein, comme j'ai expliqué, les bactéroïdetes, elles sont neutres et selon où elles se trouvent, ça peut créer des soucis. Donc encore une fois, comment dire, ce tableau-là avec des firmicutes bas en fait amplifie les symptômes qu'on a vus avec le B fragilis. Évidemment, les deux sont en compétition entre guillemets, les bactéroïdetes et les firmicutes, donc forcément, les deux sont liés en fait. Voilà. Le manque de firmicutes entraîne un ratio firmicutes-bactéroïdetes parce qu'en fait, c'est juste une question de bataille constante. C'est-à-dire si l'un prend le dessus, l'autre va réduire, et si l'autre réduit, l'un prend le dessus. Après, c'est pas si simple de c'est lui d'abord ou c'est l'autre d'abord. C'est vraiment quelque chose de très, très complexe en fait. Ce ratio génère de l'inflammation par un manque de diversité, un manque de butyrate, une atteinte à l'intégrité intestinale, expliquant les ballonnements, réactions, allergies. Voilà, donc ça c'est pour les firmicutes. Ensuite, on va passer au... Donc, déficit critique dégradant de mucine. Donc là, vous voyez dans ce qu'il y a... euh, Déjà, je vais peut-être expliquer ce que c'est la mucine en fait. Donc, la mucine, c'est cette sorte de gel en fait qui a dans votre intestin. Parce qu'on dit que les fibres solubles peuvent former, après votre corps de base en forme en fait une partie. Euh, Votre corps le recycle. C'est à ça que ça sert les dégradeurs de mucine. Qu'à la base, avoir des niveaux normaux de dégradeurs de mucine, c'est bien, parce que ça permet un bon renouvellement de cette couche, et ça permet du coup d'éviter que ce soit très lent, très visqueux, et qu'il n'y ait pas de transfert en fait entre l'intestin et le sang, donc dans cette paroi en fait, que cette paroi fonctionne bien, que tout glisse bien. Sauf que, et c'est pour ça, encore une fois, la présentation du WG, ça n'est pas top, parce qu'en fait, si on regarde, tout est parfait, ouais, c'est trop vert et tout trop bien. Non, en fait, parce que là, on voit qu'il n'y en a pas du tout de dégradeur de mucine. Donc oui, quand on a un excès, c'est pas bien non plus, parce que du coup, on n'a pas de couche de protection, mais quand on en a pas du tout de dégradeur de mucine, ça fait qu'en fait, la mucine n'est pas de bonne qualité, tout simplement. Et ça expliquera aussi pourquoi son transit lent et pourquoi elle a vu une amélioration quand on avait rajouté du psyllium, en fait, tout simplement pour aller aux toilettes. Que ça a, en fait, artificiellement, hein, parce que c'est artificiel, hein, le psyllium, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une sorte de plante qu'on trouve en paillettes. On met de l'eau, c'est un peu comme les graines de chien en fait, on met de l'eau et ça fait une forme de gel, et vous prenez ça. Moi je trouve ça beaucoup moins irritant que les graines de chia. Euh, je trouve que ça ballonne pas autant, mais ça reste artificiel parce que c'est une forme de gel qui est formée. Sachant que votre corps, à mon humble avis, devrait fonctionner sans ce genre de choses. Mais là, pour Madame R, c'était assez intéressant parce que, en fait, comment dire, elle a vraiment quand même eu des selles plus régulières. Donc au final, nous, la première chose qu'on voulait avec Théo, c'est qu'elle aille déjà aux toilettes régulièrement pour pouvoir évacuer. Donc, comment ça expliquait pourquoi c'était un peu compliqué d'aller aux toilettes. Donc, ici, en gros, je vous le résume ce qui a marqué, c'est tout est trop bas. Donc on voit que en fait le total c'est 0,15% de son microbiote alors que ça devrait plutôt se situer bien plus haut. Donc, comme j'expliquais, il n'y a pas de renouvellement de mucine, donc l'absorption de tous les nutriments va baisser, parce que ce gel est beaucoup trop épais, et ça peut augmenter la présence de pathogènes, dont B. fragilis. En fait, B. fragilis et dégradeur de mucine, c'est directement quelque chose qui est lié. Il n'aurait pas pu se développer autant s'il n'y avait pas eu ce manque-là. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout est interconnecté. C'est pas seulement le fait de tuer B. fragilis, et je le montrerai dans la prochaine vidéo dans les solutions, mais c'est aussi le fait de rétablir l'homéostasie intestinale, en fait, tout simplement. Donc, il n'y a pas de renouvellement, et tout ça, ça va pas aider, en fait, à la production d'acides gras à chaîne courte. Il faut savoir que le fait de renouveler la mucine, ça donne des substrats, en fait, pour les bactéries. Parce que oui, les bactéries, en fait, ne se nourrissent pas que de ce que vous leur donnez à manger, elles vont se nourrir aussi de ce que, en gros, rejettent les autres bactéries. Et elles s'auto-nourrissent comme ça. C'est pour ça que c'est très complexe en fait de vouloir tuer une bactérie ou de rajouter des bactéries. C'est beau, c'est en fait une sorte de pile et de systèmes qui sont interconnectés. Le fait aussi de dégrader les mucines, ça permet d'avoir des sucres simples pour que les bactéries puissent se nourrir de ça. Et du coup,
produire du butyrate, des AGCC, ce qui augmente certaines bactéries, bénéfiques en général, et tout ça, tout le monde est content. Donc ça, c'est quand le cycle marche bien. Bonne dégradation des mucines, sucre simple, dont se nourrissent les bactéries produisent l'AGCC, ça nourrit les autres bactéries, et tout le monde est content. Sauf que ça, du coup, quand c'est cassé, ben, en fait, tout part n'importe comment. C'est un peu ça le problème avec le corps humain. On se dit, waouh, quelle belle machine, mais du coup, il suffit qu'il y ait un petit caillou et tout peut être déréglé en fait. Donc, moins de dégradeurs, moins de substrats, moins de diversité, moins de dégradeurs, et c'est le cercle vicieux. Donc, en fait, il y a une descente entre guillemets, des bonnes bactéries et une augmentation des bactéries qui créent des toxines. Donc, il n'y a plus de coopération entre les bactéries. Il n'y a plus de ce qu'on a là. Il y a une niche, on dit, mais quel problème une niche? En fait, c'est ce qu'on appelle des niches écologiques. C'est des endroits, des sites où vont se mettre les bactéries. Sachant que du coup, bah, quand ce site-là il est occupé par une bactérie problématique, entre guillemets, comme B. fragilis, et bah, elle ne peut pas être occupée par une bactérie bénéfique, entre guillemets. C'est pour ça qu'en en fait, parfois prendre des probiotiques sans savoir, parce qu'il y a d'ailleurs il y a Madame R, en fait, elle avait pris des probiotiques sur recommandation du médecin fonctionnel, je crois. Et en fait, elle n'a pas vu d'amélioration parce que bah, ces sites-là étaient occupés par B. fragilis massivement en plus, c'était pas qu'un peu. Parce que oui, si elle a 28%, c'est que je pense que ça fait très longtemps qu'elle a le problème, vu la dose du truc. Donc, ces niches-là écologiques étaient occupées. Et pourquoi aussi il y a un souci de niche écologique? C'est parce qu'il n'y a pas un renouvellement de mucine, en fait. Donc c'est interconnecté encore une fois, c'est pas seulement tuer B. fragilis. Donc, une augmentation de l'inflammation pour plein de raisons. Déjà parce qu'il y a moins d'acide gras chaîne courte, et il n'y a pas une bonne, comme je vous ai dit plus haut là, il n'y a pas une bonne absorption des nutriments, et il y a une hausse de bactéries problématiques qui créent des toxines. Donc voilà, pas bonne bactérie. Donc ça c'est le logo pas bonne bactérie, ça c'est le logo bonne bactérie. J'essaie de faire un code couleur. Donc tout ça, ça crée un transit lent, donc des gaz, des ballonnements, ça stagne en fait. Mais aussi des soucis de thyroïde. On verra ça un petit peu plus tard. Donc voilà, le manque de bactéries dégradant la mucine entraîne un mucus stagnant expliquant certains symptômes. Ce type de mucus crée un environnement propice pour les pathogènes et mauvais pour les bactéries bénéfiques, entre guillemets, et une diversité accrue, augmentant la dysbiose et l'inflammation et la destruction de la barrière intestinale. Sachant que là, en fait, c'est un peu bizarre parce que elle a quand même une barrière intestinale probablement trouée, hein, vu ses symptômes de réaction, etc. Mais elle a la mucine qui est très visqueuse en fait. Voilà. La présence de B. fragilis et le manque de d'Akkermansia amplifient les soucis générés. Voilà, donc on va passer à la suite. J'espère que vous vous amusez bien, parce que moi oui. Donc, déficit critique de Bifidobacterium, Lactobacillus et Akkermansia. Je vais un peu dézoomer. Donc, ici on voit Bifidobacterium très bas. Donc ça, je les ai regroupés parce que c'est un peu la même chose. Donc, Bifidobacterium. Pourquoi c'est important? Et pourquoi c'est souvent, d'ailleurs, ce qu'elle avait pris conseillé par la médecine fonctionnelle, par la médecin fonctionnel, pardon. Elle avait pris des probiotiques principalement basés sur les bifidobactériums. Déjà parce que, ben, en fait, il y a beaucoup de souches de bifidobactérium qui sont bien supportées par les gens qui ont un SAMA ou qui ont une intolérance à l'histamine. Donc, c'est pour ça qu'elle avait pris. Mais aussi parce que ça module l'immunité. Ça permet d'éviter en fait d'avoir des réactions du type bah, allergie, SAMA, etc. Ça permet une bonne synthèse de certaines vitamines, notamment les vitamines B qui sont pas mal produites en fait dans l'intestin, enfin une partie. Ça permet de réguler le pH, et on verra ensuite pourquoi le pH est assez important et pourquoi le pH de Madame R est probablement sans dessus dessous. En tout cas pas optimal. Ça permet la production d'AGC, vous savez ce que c'est maintenant, acide gras à chaîne courte. Et ça permet la régulation du glucose. On en parlera plus tard aussi. Pareil ici. Ici donc lactobacillus, acidification du milieu, donc régulation du pH. C'est aussi lié à une stabilité au niveau de l'humeur et, comment dire, moins de déprime ou de dépression. Une meilleure acidité gastrique, chose qu'elle semblait pas avoir comme problème, hein. Mais je pense que le carnivore va bien aider parce qu'en général, ça envoie. Enfin, ça force un petit peu le corps en fait à générer un acide gastrique bien vu qu'on mange pas mal de viande.
Ensuite, ça permet aussi une meilleure absorption, des minéraux, par une meilleure acidification du milieu, en fait, c'est lié. Ça permet aussi de, du coup, protéger, en fait, contre les mauvaises bactéries. Comme je vous ai expliqué, il y a une sorte de compétition, notamment avec les niches écologiques, et c'est pour ça qu'il y a certains probiotiques, en fait, dans les probiotiques, il y a 3 fonctionnements, mais il peut y avoir un fonctionnement qui s'appelle la compétition, c'est-à-dire que on va repeupler massivement, euh, avec certaines souches pour prendre la place, entre guillemets, de certaines bactéries sur des niches écologiques. Ben, c'est un peu, voilà, ça fonctionne un peu comme ça. Euh, Ensuite, un steak. Bah, je sais pas pourquoi j'ai mis un steak. Je crois que ça doit être la digestion des protéines ou la digestion des, comment dire, des produits carnés. Euh, ouais, je sais plus. Et ensuite, ah oui, du coup, la bile, ça permet aussi une bonne conjugaison, en fait, des acides biliaires et d'avoir un bon cycle entéropathique. Donc quand la bile, en fait, arrive dans le côlon, elle va, le fait qu'elle s'accroche et qu'elle soit expulsée dans les selles, et que les toxines, en fait, ne reviennent pas au foie et qui doivent encore les, comment dire, les traiter, ça va aussi dépendre de votre microbiote, notamment de la présence de lactobacillus. Et ça permet aussi de générer, de créer la sérotonine intestinale. Alors, concernant la sérotonine intestinale, c'est pas, enfin, les rôles ne sont pas la même que la sérotonine dans le cerveau. C'est pas exactement la même chose. En tout cas, la sérotonine intestinale, elle va avoir un rôle dans avoir un transit convenable. Sachant que c'est pas parce que vous avez pas de lactobacillus que vous n'avez pas de production de sérotonine en fait et que vous êtes forcément constipé. C'est pas ça que je dis. C'est juste que c'est quelque chose qui est lié en fait. Mais c'est tellement le fait d'avoir des diarrhées, c'est pas uniquement lié à ça. Euh, et ensuite, Akkermansia. Donc Akkermansia, c'est quelque chose, c'est une qui est assez documentée, notamment sur tout ce qui est obésité. Et ils ont remarqué qu'en fait, quand on prenait des gens en surpoids et qu'on leur donnait Akkermansia, ils avaient comment dire, une baisse de certains marqueurs et une baisse de poids, il me semble. Après, je vais pas mentir, les études que j'ai lues sur le sujet, déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais surtout elles sont financées par des gens qui vendent ce probiotique-là. Après, est-ce que ça veut dire que c'est pas vrai? Non, parce qu'il y a quand même des résultats, mais voilà, elles sont quand même financées, donc faut bien le dire. Donc ça permet un bon renouvellement de la, comment dire, de la muqueuse, et ça permet aussi d'avoir, d'éviter en fait tout ce qui est perméabilité intestinale. C'est, comme je vous l'ai dit, au niveau de la régulation du poids, bien lié en fait à la régulation du glucose sanguin et à une baisse de l'inflammation en général. Ça veut un peu rien dire, hein, mais bon. C'est pour vous expliquer que c'est quand même anti-inflammatoire de base. Donc, à la base, ça c'est censé faire une triple barrière défensive. Donc chimique parce qu'il y a une acidification des lactobacillus, aussi des bifidobactérium, mais lactobacillus est plus documenté pour ça. Physique parce que du coup il y a un mucus qui est renouvelé, qui est sain, on va dire, grâce à Akkermansia. Pas seulement, mais voilà, je vous simplifie la chose. Et immunologique parce que du coup il y a une modulation de l'immunité grâce au bifidobacterium. En fait, normalement, ces 3 choses-là fonctionnent bien pour pas qu'on ait de réactions allergiques, de réactions comme elle a pu avoir. Sauf que là, il n'y a aucun qui marche. Donc on se retrouve avec un transit lent, des réactions avec de l'herpès ou type polyarthrite, des changements d'humeur, ça, voilà, parce que du coup, vous avez dit lactobacillus, ça participe à ça, et des carences en fait créées. Et je pense que c'est aussi pour ça que le carnivore a pu l'aider, parce que c'est extrêmement dense en nutriments, tout simplement. Donc ça peut être un point de départ, hein, je dis pas, parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Quand on n'absorbe pas, en fait, on est en carence, et quand on est en carence, notre corps ne peut pas fonctionner correctement. Mais voilà, donc je sais pas si je vais lire ce truc en fait, parce que si vous avez écouté la vidéo, vous savez, je voulais juste le marquer, mais voilà, en gros, ces trois choses-là ont fonctionné en fait ensemble pour faire qu'il y a un déséquilibre assez sévère. En plus de Befragilis, du coup. On se souvient de Befragilis. Voilà, pour ça. On va parler. Alors là, on entre un petit peu dans. Là, je vous ai parlé, du coup, je vous ai fait une analyse de son microbiote, comment le microbiote crée les symptômes. Et maintenant, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire je vais prendre les symptômes et je vais expliquer comment ils ont été créés par le microbiote. Voilà. En fait, je fais ça parce que là, c'est des symptômes annexes à elle. C'est-à-dire que elle n'est pas venue nous voir pour ça, en fait. Elle est venue voir pour autre chose, mais c'est intéressant quand même d'expliquer. Donc,
la régulation du glucose sanguin, parce que oui, la régulation du glucose sanguin, elle est dépendante de votre microbiote en fait. Enfin, pas seulement, mais ça participe quand même. On voit ici qu'en fait, dans la production de certaines, du coup, AGCC, donc acide gras à chaîne courte, comme je vous ai dit, vous avez l'acétate, le propionate et le butyrate. Donc, quand ce ratio-là n'est pas équilibré, ou quand il n'y a pas assez, notamment le butyrate chez elle, euh, on a une régulation du glucose sanguin qui est moins bonne, tout simplement. Ici, vous voyez, je vous ai mis les familles manquantes. Donc les bifidobactériens, ça va permettre de faire du GLP-1. Vous savez, le GLP-1 que les gens s'injectent avec l'Ozempic. Voilà, Bifidobacterium, qui est en fait une famille qui est effondrée chez la plupart des gens. Et non pas seulement parce qu'ils mangent n'importe quoi, mais aussi parce qu'ils ne s'exposent pas au soleil, ils ne font pas de sport et ils vivent sous des lumières artificielles. Et oui, ça a un impact. Et ils le vivent en ville. Et ils ne sont jamais exposés en fait comment dire, ils n'ont pas d'éducation au niveau des bactéries auxquelles ils sont exposés. Le fait de s'exposer et de vivre, d'ailleurs j'avais lu une étude sur ça, c'était marrant parce que je pensais jamais trop, moi j'étais intimement persuadée que c'était ça, mais j'aurais jamais pensé trouver une étude sur ça. Le fait en fait de vivre dans des fermes et au contact d'animaux augmentait des populations comme Bifidobacterium et Lactobacillus. Donc en fait, au lieu de prendre des probiotiques, mettez-la à l'étreinte des vaches, voilà. Enfin bref. Du coup, GLP-1, Ozempic, prenez pas d'Ozempic, régulez votre microbiote. Parce que Ozempic c'est pas bien, ça a des effets secondaires. Ceci dit, le lactobacillus vont produire du GABA. On va dire que le GABA c'est comment dire, un neurotransmetteur qui est régulateur de l'anxiété, qui en général va s'opposer à ce qu'on appelle le glutamate, qui est plutôt un excitant, qui est d'ailleurs retrouvé en excès généralement chez les personnes autistes. Donc le GABA, très important, et ça va aussi permettre une régulation de l'axe intestin-pancréas, et du coup que le pancréas produise de l'insuline de manière adéquate. Ni trop, ni trop peu, parce que si on en a trop, on peut se retrouver en hypoglycémie, et quand il n'y en a pas assez, en hyperglycémie, et après ça fait des variations, on se sent pas bien. Ensuite, Akkermansia, ça pour le coup, elle a été comment dire, explicitement donnée pour l'insensibilité à l'insuline et la sécrétion d'insuline et l'effet anti-inflammatoire, comme je vous ai dit avant. Euh, voilà, en gros, un petit schéma que j'ai mis pour ceux qui aiment bien le schéma. Toxine, intestin pas content, emoji trop bien. Inflammation, pancréas, inflammation du pancréas également, c'est-à-dire c'est pas l'inflammation générale, mais c'est aussi l'inflammation au niveau des cellules du pancréas, et mauvaise régulation de tout ça, quoi, du glucose sanguin. Ça se voit que je commence à pas fatiguer, la vidéo commence à être un peu longue, c'est pour ça que j'ai fait en 2 parties, et je me demande si je vais même pas faire 3 parties en fait, mais bref. Le manque de certaines bactéries, de butyrate et la dominance de toxines générées, parce que oui, en fait, le fait que il y a des toxines générées par B. fragilis, ça augmente l'inflammation générale. Inflammation qui crée une dérégulation du glucose aussi. C'est pas seulement la dérégulation du glucose qui crée une inflammation, ça va dans les deux sens en fait. Voilà. Euh... Je parle tellement, j'ai mal à la gorge. Donc, ensuite on va expliquer le rôle des toxines végétales. Donc vous savez, j'ai fait un énorme document sur ça, sur les toxines végétales. Oui, oui, c'est pas bien la toxine végétale, c'est vrai, mais c'est plus compliqué que ça. Parce que normalement, votre corps, il est hyper fort et on a plus ou moins évolué avec certaines toxines végétales, pas toutes, hein. Encore une fois, euh, les céréales complètes, on n'a pas trop évolué pour, hein, encore. Et surtout, on les a préparées depuis très longtemps. Mais il y a quand même, sans savoir, certains garde-fous dans votre corps. C'est pas une raison pour t'enfiler des céréales complètes non fermentées. Attention. Donc, oxalate, phytate, lectine qu'on retrouve, et c'est pour ça que j'ai mis les petits haricots très mignons aussi, principalement dans les légumineuses, ça va être des noix, les céréales complètes, principalement. Après, vous avez plein d'autres types d'antinutriments ailleurs, mais pour moi, les plus problématiques, en général, chez les gens, ça va être les oxalates et les phytates, un peu les lectines, mais ça va être les deux principaux soucis. Les oxalates, parce que les gens peuvent avoir littéralement des réactions à ça, parce qu'en fait, c'est des formes de petits cristaux qui peuvent se loger à des endroits, etc. Les phytates, parce que ça vous vole littéralement vos nutriments. C'est vraiment un gros voleur. Donc, vous se retrouvez facilement en carence de choses, alors qu'on est censé consommer les fameuses AGR. Donc, il faut savoir que Bifidobacterium, Lactobacillus et Akkermansia, ils vont avoir des rôles de régulation, en fait, dans est-ce que votre corps va être sensible à ça ou pas.
Et évidemment, Oxalobacter formigène, ça, je pense que vous en avez probablement déjà entendu parler parce qu'on en a entendu parler partout. Sauf si c'est que moi qui suis entourée de gens qui en parlent tout le temps, c'est possible aussi. Mais en gros, Oxalobacter formigène, c'est une bactérie spécifique qui dégrade les oxalates. Mais genre beaucoup. Elle peut dégrader beaucoup d'oxalates. Sachant que c'est aussi une bactérie qui est très sensible aux antibiotiques et qui est très sensible tout court. Et évidemment qui n'existe pas en probiotiques encore. Donc si vous êtes dit, ah, trop bien, je parle. Non, 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 non. En fait, une fois que ça a été enlevé de votre intestin, pour X ou Y raison, mais antibiotiques, ce qui d'ailleurs touche pratiquement tout le monde, hein. J'ai jamais connu quelqu'un qui n'avait jamais pris d'antibiotiques de sa vie. Euh, il peut ne jamais revenir, hein. Ça peut arriver. Mais c'est aussi possible de créer un environnement bénéfique pour lui, pour qu'il revienne, hein. Mais en fait, c'est pas testé dans le WGS, en tout cas, c'est pas testé. Peut-être qu'il y a des tests spécifiques, mais j'ai pas trouvé. Donc, vous pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas. Voilà. Donc, blocage physique. Donc en fait déjà ça va faire une forme de blocage physique parce que quand votre mucine, quand votre intestin est en bonne santé, en fait il y a juste ça qui bloque tout simplement. Quand vous avez certaines bactéries, il va y avoir une dégradation directe. Je parle pas seulement d'Oxalobacter formigène, mais je parle aussi de certaines Bifidobacterium et Lactobacillus qui vont dégrader directement certains oxalates, phytates, etc. Ensuite, la stabilité du pH, j'en ai parlé avant, Lactobacillus notamment et aussi Bifidobacterium vont avoir un rôle de régulation du pH. Le pH, quand il est bien régulé, quand il est normal, les antinutriments vont être moins stables et il y aura aussi une meilleure efficacité des bactéries pour les dégrader et des enzymes parce que, point suivant, les bactéries vont aussi créer des enzymes dégradantes. Donc c'est pas directement elles qui vont dégrader, mais en fait ça va être en synergie. Donc tout ça, encore une fois, en fait, quand on a un blocage physique et une muqueuse en bonne santé, on a un meilleur microbiote, et du coup on a plus de création d'enzymes, et du coup on a un meilleur pH, etc., etc. En règle générale, quand on a un bon microbiote, on a une bonne régulation du système immunitaire, chose défaillante chez Madame R, on se souvient, peu de bactéries qui créent des endotoxines, comme B. fragilis, et du coup tout ça, ça va créer une modulation de la réponse immunitaire, donc ça fait qu'en fait le corps est moins réactif dès qu'il voit des oxalates ou des phytates, parce que oui, chez les gens qui ont des SAMA, souvent ils ont des crises quand ils mangent des oxalates. Moi perso, c'était pas mon cas quand j'avais un SAMA, mais j'ai vu sur beaucoup de forums des gens qui disaient mais dès que je mange une betterave, c'est fini quoi. Parce qu'ils ont une modulation de la réponse immunitaire qui est défaillante et ils sont très sensibles en fait. Aussi, il y a une forme de préexposition. Évidemment, le corps, comme je vous dis, il s'adapte beaucoup. Quand vous vous exposez à beaucoup de phytates et d'oxalates, au bout d'un moment, votre corps devient habitué. C'est comme quand vous exposez à plein de bactéries, votre corps devient habitué. Voilà, c'est l'homéostasie. Euh, et aussi, il y a une baisse d'acide gastrique. Il faut savoir que l'acide gastrique permet en fait de comment dire, rendre instables certains antinutriments. Et quand vous avez un mauvais microbiote, et bien vous avez une baisse d'acide gastrique, que ce soit parce que ça vous crée des carences par exemple en zinc, ou tout simplement parce que les deux sont liés en fait. Voilà, donc oui, c'est pour ça aussi que ça ne sert à... Enfin, pas que ça ne sert à rien, mais quand vous prenez des choses pour augmenter votre acidité, etc., sans regarder au niveau du microbiote, vous manquez peut-être quelque chose. Donc, le manque de Bifidobacterium lactobacillus et un peu d'Acarantharia crée un milieu parfait pour les intolérances. Elles sont plus stables, elles sont pas dégradées, que ce soit dans l'estomac ou l'intestin, et elles traversent directement la barrière intestinale. Voilà. Triple protection qui ne marche plus. Voilà. Ensuite, la thyroïde. Je rappelle du coup, le produit de Madame R, elle n'a pas d'hypothyroïdie au niveau sanguin, au niveau des tests, mais elle a une hypothyroïdie au niveau clinique. Donc on va voir pourquoi. Déjà, l'intestin, il a été vraiment prouvé dans pas mal d'études pour avoir un lien avec une inflammation de la thyroïde. C'est surtout dans les cas d'hypothyroïdie d'Hashimoto, de thyroïdie d'Hashimoto. Mais en fait, il faut voir que c'est des processus comment dire, qui sont liés. Une inflammation de la thyroïde, ça peut créer une hypothyroïdie sans forcément créer de thyroïdie d'Hashimoto, en fait. Donc, la production de toxines, on se souvient, bifragilis, euh, fait qu'en fait, il peut y avoir des réactions auto-immunes. Forcément, quand il y a
plein de toxines d'un coup, le corps, on va dire, entre gros guillemets, ne sait plus trop où donner de la tête. Et il peut commencer à attaquer des endroits qui ne sont pas censés attaquer, genre la thyroïde. Ça va aussi bloquer l'absorption de l'iode. Donc même si vous avez un bon apport, encore une fois, c'est pas dit que déjà ce soit suffisant et ensuite ce soit absorbé. Ça, je le dis souvent pour dire que les AGR, c'est pas forcément le Graal, c'est une base, mais très souvent, de plus en plus, ça ne fonctionne plus en fait. Donc, des cytokines pro-inflammatoires, ça va être des modulateurs en fait du système immunitaire et ça va augmenter la TSH. TSH qui était pas, pas haute chez elle, mais encore une fois, la TSH, ça veut juste dire que la thyroïde se sent en difficulté, qu'elle fait ça pour en fait augmenter son activité. Mais ça veut pas forcément dire que si vous avez une TSH basse, que vous n'êtes pas en hypothyroïdie. Par exemple, je le vois assez souvent dans mes DM, les gens qui ont un stress chronique depuis très longtemps, qui ont été exposés à des traumatismes violents, ils vont avoir une dérégulation du cortisol à force. Et souvent chez eux, on retrouve une TSH basse, mais des symptômes d'hypothyroïdie. Et quand je dis basse, c'est vraiment en dessous de 1, genre 0,5 ou ce genre de choses. Euh, et au point où certains, on l'a rapporté, certains docteurs pensent qu'ils sont en hyperthyroïdie, parce que du coup, quand on est trop bas, on est en hyperthyroïdie, selon les médecins. Mais en fait, c'est juste se fier à un chiffre seul sans se fier à la clinique. Et moi, c'est vraiment un souci que j'ai avec la médecine en général, c'est que ils traitent les gens avec des chiffres. Sauf que quand vous avez quelqu'un qui vient vers vous, qui vous dit qu'il a les mains froides, qui est extrêmement mince, ou alors au contraire, qu'il est en surpoids, qu'il n'arrive pas à prendre de poids, perdre de poids, comment dire, qu'il est déprimé, qu'il a les cheveux qui tombent, qu'il a la peau hyper sèche, etc., vous pouvez pas dire à cette personne qu'elle est en hyperthyroïdie. C'est littéralement l'inverse en fait. Donc, encore une fois, la TSH, c'est pas forcément le marqueur final en fait. Il faut faire un panel complet si vraiment vous voulez savoir ce qui se passe. Euh, Bref, cytokine pro-inflammatoire, perturbation générale, inflammation, euh, plus ou moins bas grade. Donc, ça explique en partie des résultats, on va dire, normaux. Ça peut expliquer des résultats normaux, mais une hypothyroïdie clinique. En fait, c'est possible que vous ayez une TSH normale, aussi étonnant que ça puisse paraître, hein, une T3 normale, une T4 normale, et que vous soyez quand même en hypothyroïdie parce que vos tissus, en fait, sont devenus insensibles à ces hormones. Ça, c'est encore des cas assez rares en vrai, je trouve. Enfin, j'en ai pas vu pour l'instant. La plupart des gens, ils ont une TSH qui est normale, hein, normale dans les normes de labo, c'est-à-dire ben, en fait au-dessus de 1,5 mais en dessous de 4 quoi, genre pas alarmant. Mais qu'ils ont une T4 qui est basse en fait. Donc c'est pas seulement avoir les chiffres de T4 et de T3, mais c'est aussi comment votre corps réagit à la T4 et la T3. Est-ce qu'elle est sensible en fait? Est-ce que votre corps est sensible à ça? Parenthèse sur l'hypothyroïdie, je pourrais en parler pendant des heures. Mais les bonnes bactéries, entre guillemets, donc ça on se souvient, le bleu c'est les bonnes bactéries, euh, ça va permettre en fait une meilleure conversion de T4 en T3. Donc T4, l'hormone inactive, T3, l'hormone active. Très souvent, ça arrive que les gens aient des T4 normales, normal, oui, ça, normaux, normal, mais des T3 qui sont basses, trop basses, ou en tout cas presque trop basses. Aussi, elles vont produire du butyrate qui est anti-inflammatoire, et le manque de butyrate, ça peut expliquer en partie le transit ralenti, sachant que ça peut être l'inverse en fait, carrément. C'est-à-dire qu'on peut en fait avoir un problème de trop de butyrate dans l'intestin et que ça crée des soucis aussi. Mais là, vu le test de Madame R, en fait, je pense que c'est pas le cas. Enfin, parce qu'en fait, elle a un déficit de bactéries qui produisent du butyrate. Donc, voilà. Euh, Ensuite, bah, les mauvaises bactéries, ça va créer des LPS, donc c'est en gros des endotoxines qui vont faire baisser des deux qui permettent en fait de convertir T4 en T3. Et du coup, ça va créer une baisse de T3. Le fait aussi d'avoir des bactéries qui créent des endotoxines, ça va augmenter l'inflammation. Inflammation qui va en fait augmenter les problèmes d'hypothyroïdie en général. Sachant qu'aussi, l'élévation comment dire, enfin une dérégulation en fait du glucose sanguin, ça peut créer aussi des résultats normaux, mais une hypothyroïdie clinique parce que vos tissus deviennent, comme je vous ai dit, insensibles en fait à ces hormones-là. C'est une hypothyroïdie périphérique en gros. Voilà. Donc, quand il n'y a pas de bonnes bactéries, il n'y a pas de production de vitamine B, vitamines qui sont très importantes dans le cycle thyroïdien.
il n'y a pas d'acidification du milieu, donc il n'y a pas de bonne absorption du calcium, du zinc, du magnésium, qui sont des cofacteurs aussi extrêmement importants pour la thyroïde. Parce que oui, du coup, c'est bien d'augmenter ses apports de produits laitiers, mais c'est bien aussi de les absorber. Euh, Ensuite, les mauvaises bactéries, entre guillemets, ça va créer une inflammation, évidemment, de la thyroïde, hein, générale, mais aussi de la thyroïde. Et ça fait aussi qu'il y a une mauvaise création de vitamine B, mais aussi une mauvaise absorption des minéraux. Voilà pour ça. Donc, comme je l'expliquais, déjà, il y a une mauvaise conversion, il y a une mauvaise absorption des cofacteurs, il y a une mauvaise conversion de T4 en T3, et il y a une baisse générale des hormones thyroïdiennes avec une dérégulation immunitaire favorisant Hashimoto, sachant qu'elle n'a pas Hashimoto, mais je pense que c'est vraiment un profil très propice à ça. Et l'avant-dernier, ouais, c'est l'avant-dernier. Donc, par rapport à l'herpès, il faut savoir que comment dire, le microbiote régule aussi beaucoup. Le microbiote peut créer des métabolites antiviraux, donc les acides gras à chaîne courte, certains postbiotiques créés par certaines bactéries, etc., qui vont moduler et permettre au corps de reconnaître et de combattre correctement en fait le virus. Donc ici, pas de bonnes bactéries égale pas de postbiotiques, pas d'inhibition directe et pas de GABA, donc GABA qui est important pour aussi la régulation du système immunitaire et ici la reconnaissance du virus. Pas donc ça, toxine. Toxine égale pas bonne régulation du système immunitaire un peu à plat ou très réactif, et du coup pas bonne absorption des cofacteurs qui sont importants pour le système immunitaire. Euh, et aussi le SAMA est quand même en général, on retrouve des virus latents avec des réactivations latentes. Je vais carrément bouger le truc. Avec du coup l'herpès ou alors avec d'autres virus, notamment EBV ou CMV, etc. Voilà, donc réactivation de l'herpès, elle est dépendante de l'absence des gardiens, entre guillemets, donc lactobacillus, des saboteurs, donc B. fragilis, et de l'effondrement de certaines défenses, donc le butyrate joue aussi un rôle. Et c'est un cercle vicieux entre le SAMA et le cortisol, c'est-à-dire quand le SAMA se réactive, tout le corps se remet en inflammation. Inflammation, on se souvient, ça joue sur le système immunitaire et aussi sur le microbiote, et en fait, voilà, c'est un cercle vicieux, on a l'impression de ne pas s'en sortir. Voilà pour ça. Et là, c'est le dernier, je crois. C'est le dernier. Tenez bon, on a bientôt fini. Pour ceux qui sont encore là, bravo. Vous devez sacrément aimer comprendre le corps humain. Mais je suis contente, il y a encore des gens qui regardent déjà. Donc, l'intestin, dolicho-côlon. Dolicho-côlon. Au début, j'ai mis beaucoup de temps à... Je lui disais dolicho-cholon ou n'importe quoi. Dolicho-côlon. Côlon, c'est marrant comme nom. Euh, donc, c'est l'intestin trop long, pour ceux qui se souviennent du début. Il faut savoir que la longueur de l'intestin, ça va jouer sur une augmentation des bactéries problématiques et du coup potentiellement de toxines qu'il crée, et une baisse de bactéries bénéfiques. Ça, c'est associé. Après, comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont un dolichon côlon, ils ne développent jamais de symptômes en fait. Parce que c'est une question de terrain et d'expérience de vie. Madame R, elle avait un terrain et une expérience de vie qui faisait qu'en fait elle a développé des problèmes. Mais elle aurait pu ne jamais en développer non plus. Voilà. Donc, ah oui, à savoir aussi, non, ce n'est pas la dysbiose qui a entraîné le dolichocolon. Le dolichocolon, on l'a à la naissance, en fait. On l'a, elle est formée directement. C'est pas quelque chose qui se développe avec des... C'est quelque chose que vous l'avez ou pas. Par contre, le fait que ça déclenche voilà, des problèmes ou pas, ça dépend de votre histoire de vie. Donc, euh, dolichocolon. Donc le temps de transit est prolongé, plus ou moins, selon la longueur. Il y a une sélection en général préférentielle des bactéroïdes. Comme je vous ai dit, les bactéroïdes, c'est pas un problème en fait, c'est des neutres. C'est pour ça que ça crée pas tout le temps des soucis. Mais en effet, là, vu son cas, je pense que ça a joué. Ça crée une inflammation de la muqueuse, un ralentissement de motilité colique, donc des selles ralenties. Forcément, le trajet est un peu plus long, donc c'est un peu logique. Là, on se souvient en plus que il y a une mucus qui est très, voilà, qui est très visqueux, très blanc, on va dire, et le transit encore plus lent. Donc en fait, ça s'entretient dans le cas de Madame R. Aussi, on avait vu, il n'y a pas de lactobacillus, donc il n'y a pas beaucoup de sérotonine intestinale. Donc mucus encore plus épais, manque de butyrate, donc tout est ralenti.
Donc le dos du chocolat entraîne une escalade rapide et marquée des soucis créés par une dysbiose. Donc chez elle, en fait, ça c'est encore plus marqué. Par exemple, quelqu'un qui aurait le même... c'est impossible, mais exactement le même microbiote, peut-être qu'il n'aurait pas développé autant de problèmes, ou en tout cas peut-être que bah, B. fragilis ne serait pas développé autant à 28% si la personne n'avait pas eu un dos du chocolat. Évidemment, avec des signes, on peut tout refaire, mais j'aime bien faire des hypothèses. Voilà, la perméabilité, la compétition entre les bactéries d'un manque de sérotonine, tout impactant la motilité et l'inflammation. C'est la fin de la première vidéo. Je vais beaucoup parler. J'ai les lèvres sèches. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on se souvient, excès de bactérioïdète, ratio qui est pas très bon, les 3 familles qui sont manquantes, Bifidobacterium, Lactobacillus, Akkermansia, et tout ça, ça crée en gros des soucis périphériques, mais surtout un problème intestinal ralenti avec un transit lent et une mauvaise motilité en général. Voilà. Donc, faut savoir que cette vidéo, elle part d'un principe. Il y a 2 principes pour moi quand je lis le test. Le premier principe, c'est comment l'intestin, c'est-à-dire, on va dire le principe classique, comment le microbiote crée des soucis. On va fixer le microbiote, ça crée des soucis. Facile. C'est plus compliqué que ça. Parce que moi, je pense que... et d'ailleurs, mon test est beaucoup plus, comment dire, révélateur de cette manière de penser que celui de Madame R, donc ce sera intéressant quand je ferai ma vidéo. Mais je pense que, en fait, le microbiote, ce n'est pas la cause du problème, mais c'est juste un symptôme. Alors ça, c'est ce qui a été montré dans les études récentes. C'est pour ça que je dis qu'on va en apprendre beaucoup, je pense, dans les prochaines années. Mais dans les études récentes, et quand je parle de récent, je parle de... Je crois que les études que j'ai lues, c'était 2024. Hein. Donc c'est vraiment récent. En fait, elles commencent à montrer que le microbiote, il peut être influencé, et pour moi, il est influencé par le métabolisme. C'est quelque chose que j'ai commencé à lire sur le site de Mika Coffey, donc Michah Coffey. Si vous connaissez pas, ce mec est incroyable, il m'a beaucoup inspiré pour plein de vidéos et il m'a beaucoup aidé dans ma santé, en plus d'être très sympa. Mais en gros, de ce que j'ai lu sur son site, il expliquait que c'est la présence de stress, par exemple oxydatif, de métaux lourds ou d'autres choses, qui semble impacter tout le corps, et bien en fait va impacter le microbiote. Et c'est pas seulement du coup, là on comprend que dans certains cas, la prise de probiotiques elle peut paraître un petit peu dépassée en fait. Parce que si le problème par exemple c'est le stress oxydatif dans le corps, gros souci, grosse vidéo que je devrais faire aussi sur ça, mais si votre problème c'est du stress oxydatif et que ça crée un environnement qui est défavorable à certains bactéries et favorable à certains pathogènes, vous aurez beau vous faire des cures anti-candidats, des cures, des protocoles ou je sais pas quoi, si le souci racine c'est le stress oxydatif, c'est pas la bonne cible. Il faut rétablir le terrain et l'homéostasie générale pour qu'il n'y ait plus de prévalence de certains pathogènes. Je pense notamment au candida, parce que le candida c'est quelque chose qui est vu comme la cause racine, mais c'est pas du tout la cause racine selon moi. Le candida c'est un opportuniste, s'il s'est installé là, c'est pour une raison. C'est pareil pour les parasites. Pour moi, les parasites, quand ils s'installent sur des terrains qui sont électriquement pas bien chargés. Alors là, je vais paraître de fou, mais le grand dig c'est hyper important pour la régulation du microbiote. Et je pense que dans quelques années, on commencera à voir ça. Mais voilà, ici j'ai fait une analyse classique, c'est-à-dire microbiote, on rétablit le microbiote, moins de problèmes. Dans le cas de Madame R, c'est assez pertinent parce qu'en fait, elle a tellement une bactérie qui est très présente qu'en effet, il va falloir régler cette bactérie parce que je pense que là, dans son cas, c'est tellement extrême que des interventions, on va dire, classiques comme le grounding, l'exposition au soleil, etc., ne suffiront pas. C'est une base, hein. Pour moi, ça sert à rien de faire quoi que ce soit si on n'a pas ces bases-là, mais elles ne suffiront pas parce que 28% c'est vraiment énorme. Donc là, c'est un test et un résultat et quelqu'un qui s'adapte bien à ce type de lecture, mais du coup, sur ma lecture à moi, sur mon test, on verra en fait pourquoi le microbiote, ce n'est qu'un reflet comment dire, du métabolisme global. Voilà. Et moi, je pense que c'est souvent le cas chez la plupart des gens. Sauf les cas extrêmes, du coup, comme Madame R, mais dans mon cas, c'était beaucoup moins extrême, donc vous pourrez voir ça. Donc voilà, là, c'est la première lecture. Deuxième vidéo qui arrivera bientôt.
Je veux pas donner de date parce que parfois je donne des dates et je les fais pas. Mais en tout cas, j'aimerais avant milieu semaine prochaine parce qu'après je suis plus dispo. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on fera? On analysera déjà pourquoi, on va vous poser certaines questions, notamment par exemple pourquoi le carnivore a amplifié ses soucis et pourquoi chez certaines personnes ça marche et pas chez elles. Pourquoi aussi ça a pu prendre cette proportion en fait absolument énorme. Il y a d'autres questions, mais là je les ai pas en tête encore parce que c'est un document que je lui avais fait il y a quelques temps. Et aussi du coup on parlera des solutions que j'ai pu lui proposer pour progressivement, et c'est important progressivement, améliorer son cas. Voilà, vidéo qui sera j'espère un peu moins longue. Il faut que je fasse le miro en plus je l'ai pas fait. Voilà donc écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur le test WS, parce que du coup je l'ai fait aussi, que ce soit sur la lecture ou sur des cas sur lesquels j'ai évoqué, que vous reconnaissez. N'hésitez pas, voilà, donc c'était une vidéo assez intense, j'espère que vous avez réussi à suivre. J'ai mis ma petite icône en bas en petit parce qu'il y avait pas mal de choses à lire, mais la prochaine fois j'essaierai de mieux faire le miro pour pouvoir me mettre en plus grand parce que j'avais reçu plusieurs retours de me mettre en plus grand. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé, en tout cas, parce que c'était long, et que vous avez eu plein d'infos intéressantes, et que peut-être ça vous a donné envie de faire un test, juste pour la curiosité, euh, et que ça vous a parlé. Voilà, merci!